Personne dans la rue qui va te dire oui, l'injustice, j'adore. Si jamais t'as pas la capacité de bien payer les gens ou de les payer, tu les payes juste le minimum légal parce que t'as pas la capacité, etc. Dans ces cas-là, tu leur demandes pas de faire des heures sup. Il y a une différence en fait de traitement un petit peu quand t'es submergé par le taf par un patron qui est externe que quand t'es submergé par le taf par un patron qui est toi-même. Il faut pas oublier que tout le monde est dans son prisme et dans son quotidien. Si je vous avais dit que je peux pas sortir parce que j'ai la grippe, vous m'auriez tous dit repose-toi. Si je vous dis que je peux pas sortir parce que je suis épuisée, moralement et physiquement, là on m'a dit tu peux faire un effort. Souvent dans le burn-out, alors moi j'ai tendance à dire que c'est une crise identitaire qui est à bas bruit, qui vient de l'ensemble de nos traumas et de nos perceptions, qu'on retranscrit dans différents environnements personnels et professionnels, et dans lesquels nos perceptions viennent nous enfoncer dans nos mécanismes douloureux et qui nous éloignent, avec nos peurs, de qui on est, et finalement on arrive sur une crise identitaire. Il disait parfois, quand vous aimez vraiment quelque chose, vous savez pas expliquer pourquoi. Je m'en fous de ce que les gens pensent, mais c'est de moi ce que je pense de moi. Je pense que c'est plus ça. Elle avait dit, mais toi Juliette, t'es un canard. Vraiment, genre ça te glisse sur les plumes sans me toucher, quoi. La seule personne à qui je dois rendre des comptes, c'est moi-même. Et du coup, par contre, je suis un patron très exigeant avec moi-même. Et du coup, quand t'es exposé sur les réseaux, tu fais 1 x 5 x 10 des interactions que tu peux avoir dans la journée. Donc le week-end, je n'ai envie de parler à personne. En parler m'a vachement aidé. Bienvenue dans La Relève, le podcast qui balance les vérités sur la santé mentale et le burn-out. Ici, on rend l'invisible visible, on casse les tabous, on parle vrai, on plonge dans des parcours de vie qui inspirent, qui secouent et surtout qui montrent qu'on peut toujours rebondir, peu importe la claque dans la figure. Aujourd'hui, j'ai une invitée de taille, Juliette Cadeau. Juliette est une femme moteur. En 4-5 ans, elle a monté son agence de com et explosé tous ses objectifs avec une croissance de dingue. Elle est déterminée, généreuse, authentique et elle ne se cache pas derrière les faux semblants. Mais derrière ce parcours impressionnant, Juliette a aussi flirté avec le burn-out. Elle a vécu des moments où tout devenait trop lourd. Entre gérer un business en pleine explosion, les sursollicitations constantes, la culpabilité et ce sentiment d'être incomprise, elle a eu parfois des crises de panique, des moments où la pression était telle, ainsi que l'incompréhension et l'épuisement, et l'ont submergée. Mais Juliette est une femme résiliente et passionnée qui va nous raconter comment elle s'est relevée, comment elle a appris à dire stop, comment elle a appris à demander de l'aide, à déléguer et surtout comment elle a su garder sa passion intacte, même dans les moments d'adversité. Alors installe-toi confortablement, car dans La Relève, chaque histoire de vulnérabilité devient une source de courage et d'inspiration. Bonjour Juliette. Hello Jennifer, comment réagir à autant d'éloges de ta part ? Parce que oui, pour ceux qui nous écoutent seulement et qui ne nous voient pas, je suis là depuis le début, depuis que tu as commencé cette introduction. Merci infiniment pour ces mots, ça me touche sincèrement et merci de me recevoir. C'est avec un grand plaisir. On a eu la chance d'avoir un tout petit peu déjà discuté, s'être rencontrés. Moi, je suis ton parcours sur les réseaux. Et alors moi, je te connais, certainement beaucoup d'auditrices et d'auditeurs te connaissent aussi. Mais est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, expliquer ce que tu fais et quelle est ta passion ? Bien sûr, alors je pense pas que tout le monde me connaisse, pas du tout. Je suis pas grand monde finalement. Mais moi, je suis Juliette Cadeau, je suis la fondatrice de mon agence qui s'appelle Cadeau. Parce que quand on a un nom pareil, on en profite, on exploite à fond. Et en fait, l'agence Cadeau, c'est une agence de communication digitale. Alors, petite rectification, en fait, moi, ça fait bientôt 6 ans que j'entreprends, mais l'agence n'a que 2 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en micro-entreprise, que j'ai fait basculer en agence après, avec la croissance, l'augmentation du chiffre d'affaires. L'augmentation aussi, ce n'est même pas l'augmentation parce que j'ai toujours eu pour ambition de transformer tout ça en agence. Pour moi, la micro-entreprise n'était qu'une étape. Et donc, en fait, j'ai fait basculer de l'un à l'autre. Finalement, j'ai gardé pratiquement tous les clients, sauf que ceux qui sont partis pour d'autres raisons. Mais effectivement, en fait, j'entreprends depuis bientôt 6 ans, en fait. Et l'agence a bientôt 2 ans. Donc, c'est une agence de communication digitale. Donc, nous, on aide les entreprises, quelle que soit leur taille. On a à la fois des tout petits entrepreneurs comme des groupes cotés en bourse. Et on les aide à atteindre leurs objectifs grâce à la stratégie de communication et à du contenu puissant sur les réseaux. Et ailleurs aussi, puisqu'on fait aussi de la news et du site internet. J'oublie parfois même ce qu'on fait. Et je fais des regards comme ça, que je suis très... Alors, tu vois, mais t'as raison, on me reproche énormément dans toutes mes vidéos de pas regarder la caméra, donc cette fois, je le ferai. Amuse-toi, dis coucou. En fait, c'est parce que je suis une grande fan de The Office, pour ceux qui connaissent, et du coup, je trouve ça très drôle de faire des regards cam. Voilà, bref, mais c'est pour la petite aparté. Et fais-toi plaisir, t'es comme chez toi ici, on est comme à la maison, donc fais leur coucou si tu veux. Et du coup, comment ça t'est arrivé et c'est quoi qui te passionne dans ce que tu fais ? Est-ce que... oui, pardon, j'ai pas répondu totalement. Il n'y a aucun souci, t'inquiète pas, je suis là. Qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais et dans la manière dont tu entreprends ? Parce que je pense que c'est important aussi ce qu'on fait, mais la manière dont on le fait. Alors, c'est une excellente question.
Parce que moi, je fais partie des personnes où si tu me demandes si j'ai une passion, je te répondrai un peu pas vraiment, et en même temps, j'en ai plein. Tu vois, il y a des personnes qui vont être passionnées par la danse, le sport. Moi, j'aime bien le sport, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la cuisine, mais c'est pas non plus des passions pour autant. La communication, en fait, il y a une phrase qui me revient souvent, qui est celle de mon prof de français en seconde, qui disait, et qui était un ancien prof de philo de la Sorbonne, et qui pour sa retraite, donnait des cours dans mon petit lycée en Normandie. Et en fait, il disait, parfois, quand vous aimez vraiment quelque chose, vous savez pas expliquer pourquoi. Et c'est parfois aussi la preuve d'un vrai amour inconditionnel, en fait. Et c'est un peu ça, en fait, avec la com, avec ma carrière, etc. Parce que moi, il faut savoir que, avant de tomber dedans, je n'ai jamais envisagé de faire de la com. C'est-à-dire que ça s'est présenté à moi par opportunité. La com m'a trouvé plus que moi, je l'ai trouvé. Parce qu'en fait, je sais pas si toi t'y crois, mais moi j'y crois, et je m'en fous de quoi que vous en pensez. Mais en fait... dans tous les trucs de thème astro, etc., machin, ça me disait toujours que ma carrière devait être la communication. Parce que je suis Gémeaux, ascendant Balance, avec une lune en Scorpion, pour les connaisseurs. Compliqué. Mais pour le coup, à chaque fois, ce qui ressortait de ces putains de trucs, dès que je lisais un truc, tu vois, même quand j'étais gamine, dans les magazines, alors les Julie, pour celles qui s'en rappellent, qui sont nées dans les années 90, ça me disait toujours que je devais envisager une carrière dans la communication. Or, je n'ai jamais, pendant tout mon lycée, même après, envisager des études dans la com. Et c'est après, par opportunité que ça s'est présenté à moi. Et donc, c'est peut-être ça, en fait, l'explication que la com est ma passion, parce qu'en fait, ça s'est un peu présenté tout seul et ça a été hyper naturel, finalement. Fluide, simple. Ouais, complètement. Et la manière dont je le vois, en fait, et aussi, je suis aussi passionnée d'entrepreneuriat, en fait, quand je le vois... je le vois aussi quand je suis galvanisée par le fait de signer des clients, de négocier, d'avoir des leads entrants, de découvrir de nouvelles personnes. Je suis profondément passionnée par l'humain aussi, ça il faut le savoir. J'ai quelqu'un qui connecte très facilement, tu as pu le voir quand on s'est rencontrés. Je suis quelqu'un qui a la chance d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup de connexions. J'ai fait vivre ma micro-entreprise avant, pendant 3 ans, sans prospection ni communication, grâce juste à la puissance de mon réseau et de mes connexions, etc. et la manière dont je connecte. Et en fait, c'est un peu tout ça qui fait que je suis passionnée par ce que je fais et comment je le fais. Parce qu'aussi, il y a un trait qui est très important chez moi, c'est que je suis, depuis que je suis enfant, profondément attachée à ma liberté et à mon indépendance. Et donc, je pense qu'en fait, j'étais une salariée difficile, très honnêtement, à manager, parce que, voilà... je fais ce que je veux, quoi, en fait, en gros. Hein. Et du coup, je pense que c'est ça qui me passionne aussi, c'est de pouvoir le faire à ma façon. Ça, c'est quelque chose qui me tient encore. Par exemple, j'ai monté une agence à Paris. J'ai été dans cet écosystème de l'agence parisienne. J'en ai subi les conséquences aussi. Et on sait à quel point, en fait, on peut avoir mauvaise presse. Et en fait, la façon de le faire, la façon dont je le fais aujourd'hui, me permet aussi de prendre ma revanche, mais aussi de montrer qu'un autre modèle est possible. Je n'ai pas la prétention de me comparer à ces grosses agences parisiennes, etc. Donc peut-être que quand je serai à leur niveau, peut-être que moi aussi je ferai des erreurs. En revanche, pour l'instant, j'essaye de casser les codes et de me dire, en fait, non, en agence de com parisienne, on n'est pas obligé de terminer à minuit. Non, quand tu es en agence de com parisienne, quand tu prends ton sac à 17h30, on va pas te demander si tu as pris ton après-midi. Ça, c'est quelque chose que je mets en place avec mes salariés et mes équipes, en fait, de faire attention à leur santé mentale, à leur équilibre vie pro, vie perso. Je pars du principe qu'en fait, pour l'instant, n'ayant pas ouvert le capital de mon agence, eh bien, la personne qui récolte tous les fruits de ce dur labeur en termes de dividendes, c'est moi. Donc, c'est à moi de me saigner pour l'agence, c'est pas le contraire. Mais donc, ça revient au fait que, effectivement, c'est là où je peux effectivement tirer un peu trop sur la corde. Hyper intéressant. Je peux pas juste Bien sûr. De rebondir sur ce que tu dis. Je dis ça parce que tu as dit une phrase et je suis pas comment tu l'as dit? J'étais pas une salariée facile. Est-ce que tu pourrais, parce que c'est une image, du coup quand on dit ça, on pourrait tous imaginer une version dans nos têtes. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu éclaircir ça? Parce que je pense qu'il y a plein de gens des fois, qui se disent j'ai une valeur liberté, j'ai l'impression que je suis pas manageable, je me sens pas forcément bien, mais par contre, qu'osent pas encore franchir le pas et qui restent dans ce statut-là. Mais qu'est-ce que toi, du coup, t'entends comme... Dans mon premier job, mes collègues m'appelaient la syndicaliste. Parce que j'étais tout le temps en train de gueuler pour avoir des augmentations,
de remettre en cause les décisions du patron par rapport au budget en disant mais pourquoi tu t'investis là-dedans et nous tu nous augmentes pas, etc. Mais devant tout le monde en plus. Donc vraiment, j'étais pas facile parce qu'en plus à cette époque-là, en fait, ce qui est intéressant pour moi, mais qui a aussi été un piège à un moment dans ma carrière, c'est que j'ai commencé très très jeune. Donc tu vois comment je suis maintenant, assez volontaire, assez vénère, etc. Imagine à 21 ans. Ouais, tu vois. Ouais. Aucune diplomatie, zéro. Ouais, donc c'est aussi pour ça que c'était difficile parce qu'en fait, moi, ma dernière expérience salariée s'est terminée, j'avais 25 ou 26 ans, c'est très jeune. 25-26 ans, généralement les gens commencent leur carrière à cet âge-là. Moi, j'avais terminé ma carrière salariée à ce moment-là. Donc je pense que j'étais difficile. Après, j'étais pas j'étais pas non plus exécrable, etc. C'est juste qu'en fait, profondément attachée à ma valeur de liberté, une valeur de justice aussi, et j'ai toujours en fait été un peu celle qui remonte au créneau, notamment par rapport à l'argent, parce qu'en fait on vit à Paris, et moi j'ai vécu à Paris avec alors j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui étaient derrière, qui pouvaient m'aider parce que j'ai la chance de venir d'un milieu favorisé, et en fait moi je vivais à Paris avec un SMIC. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir... Mes parents sont pas non plus Bernard Arnault et je sais pas comment s'appelle sa femme, Francine. Salut Francine. mes parents sont pas les Arnault, etc. Mais j'ai quand même des parents qui ont pu m'aider. Et moi, à chaque fois, je pense à ces personnes qui en fait n'ont qu'un SMIC pour vivre. Et c'est extrêmement difficile, surtout vu les prix aujourd'hui. Alors moi, en plus, je te parle de ça, c'était il y a 10 ans, tu vois. Donc les loyers étaient quand même ceux d'il y a 10 ans. Les prix au supermarché étaient ceux d'il y a 10 ans, etc. Donc moi, c'est quelque chose desquels j'étais très, très attachée. Donc, c'est pour ça que c'était un peu dérangeant parfois. Voilà, mais c'est surtout ça, en fait. C'était parce que, en fait, et puis j'avais pas ma langue dans ma poche et je m'en foutais un petit peu des conséquences. Ouais, et puis, bon, il y a la jeunesse, mais je comprends, hein, je peux avoir un peu ce sujet-là, et j'ai vécu ça aussi dans le salariat. C'est juste que j'ai tenu plus longtemps que toi, tu vois. Je me suis fait virer. Hein. mais je me suis fait virer, il faut le savoir. Hein. Mais parce que, en fait, moi, j'ai toujours voulu monter mon truc, mais sauf qu'en fait, comme j'avais pas trop de modèles entrepreneuriaux dans mon cercle proche, j'avais pas les couilles, premièrement, et deux, je cherchais d'avoir une bonne idée. Pour moi, entreprendre, c'était avoir une bonne idée, inventer un truc, et pas prendre ton service et tu le mets à disposition de tes clients. Et en fait, c'est parce que je me suis fait virer que je me suis lancée aussi rapidement, parce qu'il fallait que j'invente mon propre métier. Pardon, du coup, j'étais... Non, mais hyper intéressant, tu vois. Comme quoi, des fois, ça revient toujours à ce qu'on dit. Certains vont se dire, le jour où ils se font virer, ils pensent que c'est le drame de leur vie. En fait, c'est sur le coup, peut-être, ouais. Voilà, et c'est le tremplin. Donc, je voudrais revenir sur le sujet, enfin... T'en as parlé, c'était février à peu près de l'année dernière. Ouais. Où justement. Cette année même, je crois. Oui, de cette année. Nous sommes en 2024. Je sais pas. Puis le Covid, des fois, j'ai des sphères spatio-temporelles. Ouais, mais on est en octobre, donc c'était presque il y a un an finalement. Donc, merci. Et donc, c'était février, effectivement, de cette année. T'en parlais où justement, tu sentais que. Tu disais, voilà, je sais pas si j'ai flirté avec le burn-out, je sais pas si c'est un burn-out ou pas, mais je me sens submergée et je sens un trop-plein. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette période pour que les gens comprennent ce que toi tu as vécu et tout ce que ça a déclenché et d'expliquer que oui, on vient dans l'entrepreneuriat, ce que tu dis que l'entrepreneuriat ça te passionne, la communication c'est venu à toi de manière fluide et aujourd'hui ce qui te passionne en plus de l'entrepreneuriat c'est comment tu fais ton entrepreneuriat et la communication. Je sais que tu n'en as pas forcément parlé, mais pour te suivre, je sais que tu es très attaché à la qualité client et au suivi du client. Donc forcément, ça demande aussi un vrai investissement. Je sais que tu n'as pas dit, mais faut le rappeler que derrière ça, c'est quelque chose d'hyper important. Enfin, en tout cas pour toi. Et du coup, tout ça crée à un moment, on a beau aimer ce qu'on fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit cette phrase de « personne n'a mon capital », donc celle qui doit, entre guillemets, faire tampon pour arriver à mes critères, entre guillemets, d'excellence, c'est moi. Et moi, c'est l'humain, avec toutes mes limites, mes ressources. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur cet épisode de février 2024 ? Ouais, bien sûr. En fait, moi, je vais répondre à ta première question. Ça n'a rien déclenché derrière. Enfin, si, ça va déclencher le fait que En fait, je pense que en parler m'a vachement aidée. Ouais. Parce que, en gros, c'est assez marrant, mais il s'est passé un truc dans les entrepreneurs du web avec lesquels je traîne, etc. Pratiquement plusieurs personnes, en même temps, on était en mode burn-out. Et en fait, moi, en parler publiquement m'a vachement aidé. Mettre des mots publiquement m'a vachement aidé aussi dessus. Mais bref, pour t'en parler, en gros, en février, moi, j'ai ressenti... En fait, à partir de l'année dernière, à l'hiver dernier, à partir du mois d'octobre, d'ailleurs, ça fait presque un an, je commençais déjà à me sentir mal. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais un trop-plein de plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as...
Quand tu as comme moi une vie sociale très dense, Pleine, ouais. voilà, très dense, qu'en plus tu as une vie amoureuse, que tu as aussi une vie familiale, etc., plus une vie professionnelle, eh bien, tu as une scission à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis passée de la personne, quand j'étais salariée, arriver à 10h30 avec mon Mac Morning, avec la gueule de bois de la veille, et partir à 17h parce que j'en avais plus rien à faire, parce que j'étais en train de me faire virer, tu vois. J'étais ce genre de salarié au bout d'un moment, tu vois. Et en fait, j'en faisais pas grand-chose. Et je me souviens très bien que moi, mon compagnon, il m'a connu à cette époque-là. Ça, c'était il y a 7 ans, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et il m'avait dit, par contre, vu le rythme que tu as en ce moment, j'espère que tu n'auras pas de mal à prendre un rythme un peu plus soutenu, tu vois, parce que vraiment, je foutais rien. Et du coup, je suis passée de ça, et du coup, je sortais tous les soirs, je voyais mes potes tous les week-ends, etc., mais vraiment, en plus, j'étais plus jeune, donc les gueules de bois duraient pas 48 heures. Donc, c'était il y a 7 ans. Hein. Maintenant, j'ai 32 ans. Donc, je peux te dire que maintenant, je m'en souviens encore. Il faut que je fais partie des gens qui sortent le vendredi pour avoir 2 jours pour s'en remettre. Et du coup, si je sors. Et du coup, donc je suis passée de l'un à l'autre et donc en fait j'ai eu une pression déjà un peu amicale là-dessus. Mes amis sont des personnes formidables. C'est juste qu'en fait on en parlait juste en préparant ce podcast. Il y a une différence en fait de traitement un petit peu quand tu es submergé par le taf par un patron qui est externe que quand tu es submergé par le taf par un patron qui est toi-même. Et tes potes ont tendance à être, en tout cas les miens, avaient tendance à être un peu moins cool. Quand c'était moins indulgent, voilà, effectivement, quand c'était moi, en fait, quand je disais, en fait, je sors pas parce que j'ai du boulot, etc., et j'avais plus de, franchement, tu saoules, etc., par rapport à des potes qui pouvaient pas parce qu'ils sortaient pas à cause du taf donné par une tierce personne. Et en fait, j'ai commencé et en fait, il faut savoir que, c'est pour ça que je n'en veux absolument pas, et ça crée aucun conflit, etc., mais je les comprends. Parce qu'en fait, généralement, il faut pas oublier que tout le monde est dans son prisme et dans son quotidien. Donc, on ne voit pas le quotidien des autres. Donc, toi, tu vois tous les efforts que tu mets, tout le travail que tu fais, tous les sacrifices que ça te prend, etc. Et en fait, les autres pensent que tu as juste passé une semaine normale et qu'on va les prendre un verre le vendredi. Et du coup, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, moi, j'ai annulé pas mal de choses. Et en fait, le trop-plein a commencé en octobre où, en fait, j'ai failli me cramer parce que énormément de taf parce que je partais en vacances, donc je partais 3 semaines au Japon, donc il fallait que je prépare mon voyage, et donc c'est-à-dire de bosser beaucoup avant pour être tranquille et bien déléguer aux équipes, et en plus à cette époque-là j'avais moins d'équipes, donc je déléguais moins, première chose. Deuxième chose, j'avais les potes qui voulaient me voir avant de partir, et en fait j'ai fait une crise de larmes parce que en fait j'ai des amis qui quand j'ai annulé un moment m'ont dit franchement c'est pas cool Juliette, etc. J'ai appelé la personne de ce groupe-là de laquelle je suis la plus proche, et c'est elle qui leur a dit en fait stop en fait. Et on en a reparlé plus tard. Où je leur ai dit en fait les gars, faut que vous compreniez que c'est con hein, mais quand c'est non en fait. Et quand c'est non, si je vous avais dit que je peux pas sortir parce que j'ai la grippe, vous m'auriez tous dit repose-toi. Si je vous dis que je peux pas sortir parce que je suis épuisée moralement et physiquement, là, on m'a dit, tu peux faire un effort. Et c'est le problème de la santé mentale. C'est que la santé mentale, on estime que c'est pas, qu'on peut, en fait, qu'on peut faire des efforts suffit. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui a le Covid, fais un effort. Fais un effort pour avoir moins mal au crâne et être moins contagieux. Tu vois, donc, mais en fait, c'est le gros problème de la santé mentale, mais de toute façon, il faut aussi des événements comme ça pour que les gens se rendent compte, et donc nous ça nous a permis d'être beaucoup plus indulgents les uns avec les autres, avec ce groupe de potes en question, et voilà, tu vois, en fait, et c'est surtout qu'en plus cette année-là avec ce groupe de potes en question on avait passé une année très dense où il y avait eu plusieurs fêtes de 30 ans, un mariage, un lever JF desquels on était témoins, demoiselles d'honneur, etc. Donc tu vois, on avait passé une année intense et j'étais un peu en mode en fait j'ai besoin aussi un peu de souffler, les gars, tu vois. En fait, on s'est beaucoup donné tous cette année, etc., pour les uns pour les autres, les unes pour les autres, etc. Maintenant, j'ai besoin un peu de souffler aussi. Et quand j'ai dit que j'ai pas besoin, c'est pas que je vous aime pas ou que je fais pas d'efforts, c'est juste qu'en fait, je peux pas. Et voilà. Donc ça, c'était un premier élément déclenchant. Et en fait, ça a été un peu effet boule de neige. Après, quand je suis rentrée du Japon, il y a eu la rentrée, tu vois. Donc c'était en novembre, un truc comme ça. Et en fait, ça s'est enchaîné. Et j'ai écrit cette newsletter en parlant aussi du fait que je culpabilisais énormément. Faut savoir que la culpabilité, de toute façon, et moi, on est comme ça. Ouais. Moi, je suis quelqu'un. En fait, ça fait partie des gens qui ont vécu un traumatisme. Je fais partie de ces personnes-là, ayant perdu ma sœur quand j'avais 21 ans et elle en avait 15 d'un accident. Et donc, ça fait partie des choses qui te font culpabiliser.
Voilà, je travaille dessus avec ma psy. Avec des séances de MDR, faites de l'EMDR, c'est très intéressant et c'est très efficace quand on a des traumatismes et qu'on en est conscient. Donc, ce traumatisme-là, n'en étant qu'un parmi tous ceux que j'ai vécu, etc., parce que j'ai une histoire un peu compliquée au niveau perso. La culpabilité, moi, on est potes comme ça. Donc, c'est aussi pour ça que je me mets autant la pression. Je ne me passe rien. C'est-à-dire que si c'est pas parfait pour le client, c'est de la merde. Et c'est pour ça que tu parlais de l'exigence, etc. Mais ça en fait partie, c'est un tout. Donc, c'est pas parfait pour le client, c'est de la merde. Si je fais une erreur avec un client, je vais forcément le perdre. Je suis nulle. Ça remet en question toutes tes compétences, le monde. Tout est remis en question, absolument tout. Je suis une merde, ça évoluera jamais. T'as merdé avec un client, tu vas le perdre et en même temps c'est de ta faute. Nanana. Tout est... Alors que quand mes prestats font des erreurs, putain, indulgente. Ouais, et puis je m'en souviens même pas en fait. Oui, sur le moment, je vais leur dire bon bah voilà, écoute, oui, c'est pas, écoute, effectivement, ça n'a pas été très bien fait, mais bon, pas grave. Et sauf que quand c'est moi qui fais ou que c'est mes équipes qui font, après, je le fais attention pour les équipes, c'est-à-dire que je leur retransmets pas mes traumas non plus. Je fais attention à ça, je me fais coacher aussi pour ça, tu vois. Mais disons que je suis très exigeante là-dessus parce que bah voilà, c'est aussi une réponse de mes traumas. Deuxième chose, donc voilà, donc ça c'est la première chose d'explication de la pression que je me mets. Et ensuite, en fait, la culpabilité, elle vient aussi du fait que j'étais en pleine croissance, je le suis toujours, et je me plains. T'expliques ? Ouais. En disant, je suis en pleine croissance et je me plains. Ouais. Et parce que je pourrais entendre je me plains, mais j'ai pas le droit. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la culpabilité de se dire, en fait, t'as tout pour toi en ce moment et tu trouves quand même moyen de te plaindre. Parce qu'en fait, tu le sais qu'il y a des gens qui galèrent avec leur business, il y a des gens qui font tout pour avoir une audience et qui n'y arrivent pas, etc. Et du coup, en fait, c'est un peu le côté... parce que je parlais beaucoup de la sursollicitation, mais ça m'a fait énormément de dégâts aussi, la sursollicitation. Et en fait, j'avais toujours en tête ouais, mais en fait, tu vas pas te plaindre non plus, tu vois. Tu vas pas te plaindre de réussir, entre guillemets. Et en fait, ça fait partie aussi de syndrome de la culpabilité reine, bien sûr. Moi, je culpabilise pour absolument tout et rien. Et du coup, en fait, effectivement, ça fait partie d'un tout. Et donc, en fait, récemment, j'en discutais avec ma mère sur un sujet perso. Et en fait, il y a pas, c'est comme t'expliquer pourquoi j'aime quelque chose. C'est qu'en fait, t'as pas vraiment d'éléments déclenchants pour moi dans ces choses-là, surtout quand tu peux avoir un mal-être un peu plus profond. Tu parles de la culpabilité ? Non, élément déclencheur, non le burn-out en général. Ah, ok, d'accord. Pour moi, c'est une somme de détails. Ouais. Plus qu'un élément déclenchant d'un coup, en fait. Pour moi, en tout cas, il peut y avoir des personnes qui vont avoir, par exemple, un déclenchant, par exemple, un patron qui est exécrable, une crise de colère d'un patron ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est un élément déclenchant. C'est pas la cause. La cause, c'est plein de petites sommes mises bout à bout. C'est plein de petits de lundi où j'ai fini à 21h, j'ai pas pu voir mes enfants. C'est la somme de mon patron me donne aucune reconnaissance, mes clients me parlent mal, etc., etc. Pour moi, c'est ça en fait. Et donc en fait, tu vois, moi, c'est pour ça que je t'explique. C'était une somme de culpabilité, de micro-événements avec des potes, micro-incompréhension, d'énormément de boulot, de beaucoup de pression que je mets moi-même, et aussi de sursollicitation en fait via les réseaux, tu vois, plus ajouter à ça la culpabilité de, en fait, si tu regardes les retours sur les réseaux, si jamais un jour tu te plains ou autre chose, ou que tu parles de ton mal-être, on va dire on va pas la plaindre non plus, tu vois. Donc tu vois, c'est tout ça mis bout à bout qui a fait qu'il y a une bulle qui a explosé. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que j'avais déjà fait des burn-out quand j'étais salariée. Mais ça, c'était pourquoi ? C'est parce qu'en fait, T'étais pas à ta place. J'étais pas à ma place. Je me faisais chier et en fait, alors ça va faire très discours Miss France. Je suis contre le cancer de te dire ça, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de profondément attaché à la valeur de justice. C'est-à-dire qu'en fait... Ascendant balance. J'adore. Non, je suis profondément attachée à la valeur de justice, mais comme tout le monde, t'as personne dans la rue qui va te dire oui, la valeur de justice, j'adore. Mais dans le sens où, moi, ça me fout profondément en colère et ça me met profondément mal de constater de l'injustice. Et en fait, quand j'étais salariée, que non seulement j'avais aucune reconnaissance, mais en plus que j'étais très mal payée et qu'on me disait qu'il fallait que je leur dise merci d'avoir un CDI pour être payé 1200 balles par mois, franchement, ça me foutait en rogne et ça me foutait très mal. C'est viscéral, là. Exactement, tu vois. Et qu'en plus, il fallait que je termine tard, etc., et que je sois là présente, etc. En fait, moi, je te dis un truc, c'est que si jamais t'as pas la capacité de bien payer les gens ou de les payer, tu les payes juste, le minimum légal parce que t'as pas la capacité, etc. Dans ces cas-là, tu leur demandes pas de faire des heures sup. Voilà, en fait, ils font le minimum.
Tu vois, c'est-à-dire ils payent le minimum, ils font le minimum. minimum. C'est normal, c'est juste. Gagnant-gagnant. On est juste, en fait, tu vois, dans cette approche. Et du coup, c'est pour ça que j'avais fait des burn-out quand j'étais salariée. Et donc, c'est pour ça que j'ai reconnu les signes très vite et j'ai écrit très vite dessus. Et en fait, ça m'a expié un peu ça. Ça m'a vachement aidé. Que là où je vois, j'avais des copines autour de moi qui en faisaient aussi et elles en parlaient pas publiquement. Alors, après, chacun est différent. Hein, je dis pas qu'elles auraient dû faire ça. Mais j'ai vu qu'en fait, peut-être que moi, expier ce truc-là, le rendre public, dire oui, en fait, c'est en train d'arriver, et peut-être que ça va m'arriver, ça m'a permis en fait de passer rapidement à autre chose, en tout cas de l'accepter rapidement et de me dire ok voilà faut que c'est un peu un contrat que tu signes public en disant en fait voilà ce qui se passe, donc il va falloir que tu mettes des choses en place pour aller mieux, parce qu'en plus quand tu es exposé sur les réseaux à mon moindre niveau, il y a des gens qui vont prendre de tes nouvelles très gentiment et du coup t'as pas envie de leur dire je suis en Faire semblant. Voilà, exactement, ouais. Hyper intéressant parce que plusieurs trucs sur lesquels je voudrais qu'on revienne. Donc, tu as dit tout à l'heure, il y a le sujet qui est assez général, qui est la santé mentale, ce que je disais au démarrage, c'est invisible par rapport à la grippe. Donc, comment on gère ça par rapport à ses proches, qui crée parfois l'incompréhension. Et comme tu expliquais, c'était hyper intéressant de pouvoir lever le sujet. Parce que je pense que c'est beaucoup de choses que les gens vivent. Quand tu dis, tu couples ça à la culpabilité, à travers, non mais en fait, sur le papier, j'ai tout, je peux pas, je vais pas être comprise, etc. Et d'ailleurs, on voit qu'on est encore dans la compréhension par rapport à ça. Je sais que moi, j'avais fait je te disais tout à l'heure, j'avais fait un post sur LinkedIn, du coup, qui avait quand même fait écho, parce que j'avais commencé en disant, vaut mieux se casser une jambe, t'es mieux écouté et compris que faire un burn-out. Parce que comme tu l'as dit, il y a un rapport de ça se voit pas. Ah non, mais non, t'as pas la jambe cassée. Le fameux non mais il fait un effort. Ouais. T'as soulevé ça, t'as soulevé aussi le fait que j'entends un autre sujet qui est dans cette communication-là, les amis, on fait pas les choses contre vous. Je fais les choses à un moment pour moi. Et là, c'est pas du désamour contre vous. Pour mieux être avec vous la prochaine fois, j'ai besoin de m'écouter et de me préserver. Et je vais revenir là-dessus aussi, parce que je vais faire le parallèle tout de suite, parce que sinon ça va être un peu décousu. Mais moi, je me souviens, avant de me faire coacher, etc., quand j'ai fait mon burn-out, j'avais été voir première phase de psychothérapeute. Et en fait, souvent dans le burn-out, alors moi j'ai tendance à dire que c'est une crise identitaire qui est à bas bruit, qui vient de l'ensemble de nos traumas et de nos perceptions, qu'on retranscrit dans différents environnements personnels et professionnels, et dans lesquels nos perceptions viennent nous enfoncer dans nos mécanismes douloureux et qui nous éloignent, avec nos peurs, de qui on est. Et finalement, on arrive sur une crise identitaire, et sur laquelle il faut rééquilibrer nos schémas et nos perceptions pour être beaucoup plus alignés avec la manière dont on a envie de faire les choses, avec qui on veut travailler, etc. Où est-ce qu'on veut travailler, ou ce qui compte vraiment pour nous. Parce que souvent, la majorité des gens ne se connaissent pas quand même. Il faut quand même le soulever. Et même s'il me disait... On joue la majorité du temps, on joue des personas. Tu vois, on met des masques. Parce qu'à un moment, on a perçu qu'en mettant ces masques-là en société, donc avec diverses personnes, que ce soit nos parents, nos proches, nos amis, nos collègues, etc., on reçoit inconsciemment ce dont on a besoin. Parce qu'on court on va chercher à l'extérieur ce qu'on a du mal, nos vides à l'intérieur. Et nos masques nous permettent de se dire, quand je mets ce masque-là, je reçois ça dans mon vide perçu. Inconscient souvent d'ailleurs. Et en fait, moi, j'ai souvent, à mon burn-out, j'avais les drivers, mais sois parfaite, fais des efforts, on y va à fond. J'ai ce côté hyper bulldozer, pareil, plutôt du style celle qui sollicite les invitations, qui fait la fête, qui organise les trucs, etc. Puis du jour au lendemain, burn-out, rideau, tu vois, rideau. Et en fait, ce qu'elle m'avait dit, c'était hyper intéressant, c'est que le sujet, c'est qu'on est tous un peu complices de ça, c'est-à-dire qu'on est complices, nous, personnellement, de nous montrer qu'une facette, qu'un masque, la majorité du temps. Ça veut pas dire que l'autre on ne l'a pas, c'est que puis on le joue. C'est comme un masque qu'on porte, un persona qu'on joue très régulièrement. Ça veut pas dire qu'on n'a pas les autres facettes, mais et donc on alimente un peu ça. Et deuxièmement, c'est que nous tous, vis-à-vis des autres, on a du mal à voir au-delà du masque. Et du coup, c'est un jeu qu'on joue. Et le jour où tout d'un coup, t'es plus Juliette qui allez les gars, on est vendredi soir, 17h, etc. Et que tout d'un coup, t'as ta cassette d'entrepreneur qui dit oula, là j'ai plutôt besoin de calme, là j'ai besoin plutôt de ressourcer parce que je sens que les batteries sont vidées, c'est pas contre vous, c'est pour moi. C'est pas un persona qui était souvent mis en avant, et les gens tiltent pas. Non mais non.
Surtout qu'il y a un rapport très, on a toujours, je rebondis sur ce que tu dis, pardon, on a un rapport très égoïste aux autres, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir ce qu'ils peuvent nous apporter. En gros, moi, j'ai envie de sortir, tu me dis non parce que t'es fatigué, ce que je vais voir, c'est ma frustration. C'est pas de te comprendre. Et même si on est très empathique, c'est un réflexe hyper humain. L'aide, c'est un truc que je dis souvent, parce que c'est très utile dans la com, c'est de comprendre que l'humain est profondément égocentrique. Même la personne la plus empathique, on reste par définition hyper égocentrique. C'est pourquoi qu'on aime tous ces trucs-là d'astrologie, etc. Parce que ça nous parle de nous. Mais en fait, et c'est pour ça. En fait, et donc, en fait, moi, mon prisme qui va être, si toi, je te dis Jennifer, viens, on va déjeuner, et tu vas me dire ah bah non, j'ai pas le temps, etc. La première chose à laquelle je vais penser, c'est ah bah ça me fait chier. Plutôt que de dire, ah bah je comprends, elle a son train, ou alors elle a envie de faire une sieste, etc. etc. Et je trouve ça hyper intéressant de le soulever pour que, quand on parle d'invisible de la santé mentale, de rappeler qu'à chaque fois, c'est de se dire, ok, en fait, si elle le veut, c'est pas contre moi, c'est pour elle. Et plutôt, comme tu dis, aller au-delà de nos propres frustrations et de nos masques, et d'aller à la rencontre de l'autre. Ouais. Tu vois, moi, d'aller à la rencontre de l'autre. C'est un truc que j'ai vachement mis en place avec mes anciens amis, que j'ai mis en place grâce à mes nouveaux amis qui sont entrepreneurs. Parce que du coup, comme on vit la même chose, alors moi, je suis quelqu'un de profondément convaincu que c'est quand même pas mal d'avoir des amis d'un côté et de l'autre. Parce que j'ai des potes qui sont entrepreneurs, par exemple, par des concours de circonstances de la vie, n'ont plus aucun pote qui ne sont pas entrepreneurs. Je trouve ça un peu dangereux. Moi, je trouve que toujours rester dans son microcosme, c'est pas forcément bon, tu vois. Moi, je trouve ça bien. Bah, t'entretiens un microcosme. Voilà. T'as un champ qui est plus étroit. Mais après, voilà. Je dis ça sans aucun jugement en plus. Et du coup, j'avoue que je suis assez contente d'avoir gardé mes amis d'avant et qui sont toujours mes amis aujourd'hui, etc. Mais je le vois grâce à mes amis entrepreneurs qu'en fait, on s'écoute plus au niveau de la santé mentale. Et donc, je le mets en place avec mes anciens amis dans le sens où, un truc tout con, hein, mais c'est grâce aux amis entrepreneurs que j'ai commencé à mettre en place quand je vois un de mes potes se plaindre, dire est-ce que tu as besoin que je t'écoute, est-ce que tu as besoin que je te plaigne, est-ce que tu as besoin que je te conseille. Et ça, je le mets en place aussi avec mes autres potes, tu vois, quand ils ont une crise ou avec mon mec, etc. Je dis en fait, parce que parfois on reçoit pas la bonne chose, c'est-à-dire que je suis en train de me plaindre et j'ai juste besoin de quelqu'un qui me dise ouais, c'est clair que c'est chiant avec moi. Et du coup, s'il me donne des conseils, ça va me faire chier, tu vois. Je vais dire mais j'ai pas besoin de conseils. Donc je veux que tu m'écoutes, balancer mes trucs à voilà, et que tu acquiesces tout ce que je dis, tu vois. J'ai besoin de lancer. Et en fait, c'est un truc que j'ai mis en place grâce à mes potes entrepreneurs parce qu'on vit la même chose. Et en fait, l'entrepreneuriat et la santé mentale sont intrinsèquement liés. Tu le sais mieux que personne. Et parce qu'en fait, comme et on en parlera peut-être, mais c'est l'enjeu de tous les métiers passion. Moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est que l'entrepreneuriat, si t'es pas passionné, c'est que t'es maso. Enfin, ce n'est pas possible de faire autant, de se démener autant pour quelque chose si t'es pas passionné. Même l'appât du gain n'apporte pas ça. Enfin, je veux bien que chacun ait envie de gagner sa vie. Mais même l'appât du gain ne te fera pas bosser autant parce qu'en fait, tu verras en fait le déséquilibre qu'il y a quand aucun entrepreneur ne va vous dire que c'est reposant. Aucun. Vraiment, ce n'est pas possible. Ou alors, donnez-moi le secret. Mais pour le coup, donc comme c'est intrinsèquement lié entre entrepreneurs, on se comprend. Donc en fait, on sait que c'est important la santé mentale et donc moi je l'apporte. Il y a pas que moi qui l'apporte parce que j'ai tous mes potes voient des psys aussi parce que pour moi tout le monde doit voir un psy, hein, genre vraiment. Mais pour le coup. Disons que c'est un réflexe que j'ai apporté de plus de moi, voire moins par mon prisme quand il y a une frustration barre une autre personne dans mon ancien groupe de potes, quoi. Enfin, ancien, / toujours là, quoi. Ouais, et super conseil quand quelqu'un vient nous solliciter, etc., parce qu'on a tous des ras-le-bol et on a tous besoin à un moment de déverser, de décharger tout ça, de se dire, ok, c'est quoi ton intention vis-à-vis de moi pour que en fait finalement je te donne ce que tu as besoin en fait. Et c'est hyper important et merci de le partager. Un autre sujet que tu as abordé, c'est à travers la culpabilité, c'est j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai le truc, j'ai pas le droit de me plaindre. Je trouve ça hyper intéressant de l'aborder parce que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans le salariat, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se le disent et qui s'empêchent effectivement de communiquer, de dire les choses. Et en fait,
ça reste à l'intérieur, ça crée cette frustration qui après dégénère en amertume, en colère. Et en fait, voilà, tout ce que tu réprimes ou ce que tu contiens va ressortir par compulsion ou en mépris. à un moment. Ou en mépris aussi. Exactement. Il y a des gens qui, à cause de cette frustration de ne pas pouvoir se plaindre, vont transmettre ça en mépris vers les personnes qui les suivent, etc. Bref, mais c'est une petite aparté. Voilà, et puis il y a toute forme. Et je trouve ça intéressant qu'on puisse parler de ça au niveau de la santé mentale parce que et faire une aparté sur la partie entrepreneur, juste pour faire un point d'explication. En fait, quand un burn-out, c'est un environnement et un individu qui se rencontrent. L'environnement, dans sa manière de fonctionner, va avoir des effets déclencheurs sur, entre guillemets, la manière dont fonctionne intrinsèquement l'individu. Et en fait, à un moment, entre les éléments déclencheurs, les traumas de la personne et l'environnement, ça va se déclencher, il va faire quelque chose d'un peu toxique pour la personne et ça va réveiller des éléments qui font que des symptômes, des désalignements, etc., qui vont amener jusqu'à potentiellement un burn-out sévère, on se lève plus un matin, etc., etc. D'où le pourquoi aussi de ce podcast, quand je dis des passionnés, non pas qu'un salarié n'est pas passionné, attention, hein, mais l'environnement, comme tu disais par rapport à tes amis aussi, j'ai plus de tolérance quand ça vient de l'extérieur versus quand c'est moi. C'est quand tu es entrepreneur, tu es à la fois l'environnement et l'individu. Et c'est aussi à la fois, je pense, perturbant pour l'entrepreneur, parce qu'en fait, effectivement, il n'y a plus, quand tu parles de culpabilité, il n'y a plus inconsciemment, comme tu dis, comme on est toujours tourné un peu vers on est égocentrique, et qu'on a tendance à aller chercher le truc à l'extérieur, tout d'un coup, il n'y a plus l'autre à l'extérieur. Je suis à la fois l'environnement et donc... Oui, je suis jugée partie finalement, en fait. Je suis le bourreau et la victime. Exactement. Et comme on est dans une société où... Et pareil, j'ai pas de jugement, c'est parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à fonctionner. On n'est pas une société où on dit aux enfants à l'école, apprenez à exprimer vos émotions, exprimez vos ressentis, qu'est-ce que vous aimez faire, qui vous êtes, on en est loin, il y a un programme, on suit le programme. Ce qui fait que aujourd'hui, on a tendance à se tourner vers les autres et trouver des excuses à l'extérieur. Et donc du coup, cette fameuse phrase de sur le papier, j'ai tout, je peux pas me plaindre, j'ai pas le droit. On n'est pas dans une des sociétés où on peut exprimer et se plaindre. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, quand on est entrepreneur, c'est encore plus accentué parce que tu es le fameux bourreau, victime, juge et partie, où là, tout d'un coup, dans une société où on a tendance à pouvoir trouver un coupable à l'extérieur, là, il n'y a pas. Et ça crée en plus l'incompréhension. Et ça te met face à tes responsabilités aussi. Ça, c'est quelque chose que tu développes pas mal quand tu entreprends. C'est d'arrêter de chercher des excuses, en fait, tout simplement, d'assumer. Moi, je me souviens, pardon, je fais un aparté. Mais non, vas-y, on va. C'est un truc qui me rendait zinzin quand j'étais salariée. C'était de voir que tout le monde se déchargeait de la culpabilité, de la responsabilité d'une erreur, par exemple. Sauf qu'en fait, je vais te dire un truc. Plus tu cherches un coupable pendant longtemps, plus tu vas dire mon chien a mangé mon devoir, plus tu vas trouver des excuses pétées, etc. Moins le problème va se régler rapidement. Alors qu'en fait, si tu dis directement c'est moi, c'est ma faute, je suis navré pour cette erreur, je vous présente mes excuses, on vous fait une ristourne sur la prochaine facture, tu verras que là, tu tues le truc dans l'œuf, t'as le feu, couvert, terminé. Vraiment, et je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais salariée. Mais du coup, en fait, tu te mets face à ta responsabilité, y compris aussi dans le mauvais, quand tu es responsable pour toi-même, etc. Mais en fait, alors après, c'est encore une fois une des réponses au trauma, mais le problème que moi j'ai, et je travaille avec ma psy, c'est que j'ai le syndrome du survivant. C'est-à-dire, c'est pourquoi moi. C'est-à-dire que je pense tout le temps, pas tout le temps, je ne vais pas exagérer non plus, je pense souvent aux personnes qui sont malheureuses, des personnes qui n'ont pas ce qu'elles veulent, parce qu'on est beaucoup quand tu es entrepreneur, tu es beaucoup dans un discours méritocratique, avec lequel je suis pas toujours d'accord. Alors moi, à cause du burn-out, je le démolis en permanence. Merci, parce qu'en fait, moi, le quand on veut, on peut. Enfin, vraiment, je trouve. En fait, il y a des gens qui veulent et qui n'y arrivent pas, parce qu'en fait, on n'est pas dans un environnement méritocratique. Alors certes, moi, je vais vous dire un truc. Je bosse énormément, mais sauf qu'en fait, moi, je crois beaucoup à la théorie des capitaux de Bourdieu. J'ai aussi réussi aujourd'hui à faire ce que je veux, parce que si j'ai les capitaux qui font pour. Je suis blanche, je suis née dans un milieu favorisé, j'ai la culture qui vient de mon milieu favorisé, la culture qui m'a permis de développer mes compétences,
qui m'a permis de développer mon réseau, etc. La théorie des capitaux Bourdieu, c'est le capital culturel, capital social, capital économique. Donc, moi, j'ai les 3. Tu dis que tu as les ressources, tu avais le terreau favorable. Exactement, j'avais le terreau favorable. Il y a des gens qui veulent réussir à faire ça et qui, à cause de leur milieu social ou d'un manque de capital culturel, parce que, par exemple, ils sont pas nés dans le bon milieu social, etc., ne vont jamais réussir. Et t'expliquer que ce qui t'a aussi beaucoup aidé d'ailleurs au démarrage, tu as dit, j'ai qui je suis, ma ressource personnelle, je suis quelqu'un d'hyper sociable, hyper ouverte, j'ai un super réseau. Et j'ai un super réseau. Oui, exactement. Donc en fait, il y a un moment, il faut arrêter de faire genre, oui, moi je suis. Alors il y en a sûrement qui sont venus d'en bas et qui ont grave réussi, etc. Mais c'est combien sur combien de millions? Et du coup, moi, j'ai beaucoup ce syndrome j'ai beaucoup ce syndrome du survivant aussi, avec ce que j'ai vécu aussi. En fait, il y a des gens qui sont hyper malheureux partout. Il y a des gens qui rêvent toute leur vie, qui n'y arrivent pas. Pourquoi moi j'y arrive? Et j'ai un espèce de truc d'injustice comme ça, de me dire en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant de chance? Et donc, tu le vis comme ça? Ouais, un peu, ouais, parfois. Ah ouais? Ouais. Et en fait, enfin. Mais j'en suis très heureuse. Mais je me dis, putain, merde, quoi. Enfin, pourquoi moi ça réussit pour moi, en fait? Et pas que je dis pas que je le mérite, que je le mérite ou que je le mérite pas. Mais il y a tellement de gens qui méritent aussi. Pourquoi moi j'y arrive et pas eux, en fait? Et c'est ça aussi, moi, qui me fout un peu mal et qui va avec la culpabilité, en fait. C'est ce fameux syndrome du survivant. Et je travaille dessus avec ma psy. Parce qu'en fait, elle me disait, quand il y a des gens qui ont vécu des traumatismes qui vont se dire pourquoi ça m'arrive à moi. Et vous, en fait, c'est le positif. Vous dites pourquoi ça vous arrive à vous. Et j'ai un peu ça. Et donc, ça va avec le fait de pas se plaindre, en fait. Parce que je me dis qu'il y a plein de gens qui aimeraient... après, je suis pas non plus Bernard Arnault, toujours lui. Bonjour Bernard, si tu nous écoutes. Mais pour le coup, on va redescendre 5 minutes. Je suis pas non plus qui tu veux, etc. Machin. Je suis pas non plus... comment il s'appelle? Mais tu te sens favorable. Tu te sens favorable. Voilà, je suis pas non plus un exemple de réussite. Il y a plein de gens qui me connaissent absolument pas, et même il y a une infime partie de gens qui me connaissent. En plus, on va être honnête. Mais pour le coup, je me sens favorable et je me sens favorisée, et du coup, ça va avec et je dis beaucoup du coup, ça va avec la culpabilité de pourquoi moi ça réussit. Alors certes, effectivement, je bosse comme une damnée parce que je bosse 7 jours sur 7. Moi, je fais pas partie des gens qui vous disent allez, fais ça et en 4 heures tu auras fait 1 milliard d'euros. Non, moi, la boîte, elle fonctionne bien, mais aussi parce que je compte pas mes heures. Mais pour le coup, voilà, j'ai ce côté-là de la culpabilité, donc ça fait partie je peux pas me plaindre. Parce qu'en fait, déjà, rien que ma naissance est une chance. Rien que d'être née à la place où je suis née, c'est une chance. Puisque je suis née à la bonne époque aussi, parce qu'on est des femmes. Je suis née à la bonne époque, au bon endroit, avec la bonne couleur de peau, entre guillemets. Je dis pas, bien sûr, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ne fais pas un short de ça. Là, on va se faire démonter. Non, en fait, dans le sens où on va pas nier qu'en fait, être blanc rend les choses plus faciles aussi. Aujourd'hui, enfin, on peut faire le débat. Bien évidemment, là, si j'en nous écoute, on va avoir un commentaire de gna 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 gna. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, c'est statistiquement partie de la société. Homme, enfin, on va plus dire, mais si on est une femme, on a le critère encore en dessous. On a le critère en dessous. Oui, on vit une inégalité parce qu'on est des femmes, tu vois. Ouais. Mais effectivement, on sait qu'il y a des critères aujourd'hui qui rendent des choses beaucoup plus favorables que d'autres, des inégalités, etc. C'est intéressant que tu parles de ce syndrome, parce que je trouve que c'est un truc dont on parle peu, dit comme ça. Ce que j'entends, c'est que dans le fond, il y a beaucoup de gratitude pour ce qu'il y a. Mais c'est marrant, parce que moi, j'ai tendance à dire qu'on est une société qui est plutôt ingrate, tu vois, quelque part, qui a du mal à se rendre compte, finalement, que tu parles de chance, mais qui est pas tournée par... Putain, avec déjà tout ce que j'ai, si déjà je pouvais mettre de l'amour, de la gratitude, regarder déjà ce que j'ai, que d'être toujours tournée sur ce que j'ai pas de couilles, quoi, que j'ai pas, tu vois. Non, moi je suis quelqu'un de profondément optimiste aussi, donc ça va avec, quoi. Donc, j'entends ça, mais je vois effectivement presque on a une balance. Alors, ce que je fais moi en coaching, c'est ce qu'on appelle, ce qui crée une partie de nos traumas, c'est des perceptions incomplètes. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as vécu quelque chose, il y a quelque chose. Effectivement, je suis dans l'enseignement de se dire, il y a un rapport d'équilibre dans tout, et que quand il se passe quelque chose, il y a autre chose de positif, parce que on est dans un... Là, je vais en perdre quelques-uns. On est dans un rapport énergétique, d'accord ? Enfin, après, c'est ma vision du monde. Bien sûr. Enfin, voilà. C'est prouvé, etc. C'est quantique. Je me base sur Einstein avec ses travaux, etc. Mais toute cette énergie, et toute l'énergie, tu as besoin de quoi pour faire... Alors là, niveau maternel de la physique, je vous explique. Pour faire un ion d'énergie, une énergie, il faut un ion positif et un ion négatif. Si tu n'as pas la parfaite combinaison des deux, ça ne crée pas l'étincelle d'énergie. Et c'est vrai que moi, je pars du principe que l'équilibre, il est dans les deux.
de croire qu'il y a que du positif ou qu'il y a que du négatif, c'est une vision incomplète de la situation. Et naïve, finalement. Peut-être basique pour certains, mais c'est accepter que s'il y a l'un, en gros, si tu vas trop vers le positif, c'est le fantasme. Et ça va créer un moment la frustration de par la désillusion. Et inversement, quand tu es trop négatif, ça crée la souffrance parce que tu n'es pas capable d'aller voir la partie positive. Mais tout est équilibré. Mais je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, en fait, moi, c'est un discours que j'ai beaucoup. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Pour les personnes qui peuvent me suivre, peut-être reconnaîtront ce discours que j'ai souvent, c'est qu'en fait, il faut être pragmatique en fait dans notre approche. On n'a rien sans rien, pas dans le sens méritocratie, tout ce que tu veux, mais dans le sens où faut être acteur. Ce qui prend beaucoup, ce qui apporte beaucoup prend beaucoup. En fait, aujourd'hui, je pense que aussi, tu vois, ça va avec le fait de se déresponsabiliser. Les gens veulent tout sans rien faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, moi je le vois avec ce qu'on met en place sur la communication. La communication, en plus, nous, on est un peu le parent pauvre de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, la ligne de budget qui saute toujours quand il y a un problème budgétaire, c'est la com. Donc, et en fait, le truc, c'est que moi, je fais toujours face, par exemple, à des prospects ou des choses comme ça, moi aujourd'hui, mais à l'époque, etc., qui me disaient, mais tout ça pour juste des petits posts sur les réseaux. Et en fait, quand au début, quand je me suis mis à poster sur les réseaux, il y a des gens qui se foutaient de ma gueule. Aujourd'hui, ils me demandent comment j'ai fait, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que quand je dis que j'ai réussi à avoir ça parce que je poste 5 jours par semaine sur LinkedIn depuis bientôt 3 ans, je fais une newsletter par semaine depuis 2 ans, 1 an, je sais plus, bref, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros parce que les vidéos que je fais, même si je parle à mon mur, ce qui n'est pas un mur, qui s'appelle Clément, Coucou Clément. que Jennifer connaît aussi. Et en fait, il faut savoir que c'est pas gratuit, en fait. Et donc j'ai investi, ça à l'année, ça me coûte 40 000, je sais plus, euros, un truc comme ça, tu vois. Tout ça, c'est des sacrifices. Et en fait, dès que je dis ça, les gens, mouvement de recul à dire ah ouais d'accord, bah oui, mais parce qu'en fait ça c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a une déresponsabilisation en général en fait, de se dire ah bah oui, bah je veux gagner énormément d'argent, mais et je veux avoir une boîte qui tourne bien, par contre moi il est hors de question que je bosse ne serait-ce qu'un tout petit peu le week-end. Sauf qu'en fait, malheureusement, il y a des fois où il faut faire des sacrifices. C'est comme le sport. Moi, c'est une analogie que je fais très souvent parce qu'en fait, c'est très parlant. C'est que, et je reprends un post que Amandine Barthes avait écrit cet été, qui est une de mes amies. Elle disait en fait, vous pouvez pas vouloir un six-pack pour cet été si tu te mets à faire des abdos à partir du 15 juillet. Ce n'est pas possible. En fait, à un moment, je pense que ça va aussi avec tout ça. Tu vois, c'est le côté, en fait, on veut un peu tout sans rien faire, quoi. Ouais. C'est l'ère Uber Eats, c'est ça aussi, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère de l'instantané. Je suis sur les réseaux et juste à faire ça, j'ai un autre contenu qui est proposé qui est censé être encore plus pertinent pour ce que j'aime d'après l'algorithme. Je veux un burger, je veux une pizza, je veux un machin. 2 clics sur mon téléphone, c'est fait. Voilà, tu vois, on est vraiment dans l'ère de l'instantanéité, et donc ça accompagne, dans le mauvais côté, ce discours responsabilisant et du coup un petit peu naïf de penser que l'entrepreneuriat c'est facile, que créer une communauté sur les réseaux c'est facile. Moi, il y a pas longtemps, j'ai démonté dans un post LinkedIn le côté business scalé. Tu vois, en gros, en fait, je fais de l'argent en dormant. C'est pas possible. Ça, toute personne qui a un business vous dira, ce n'est pas possible de faire de l'argent en dormant. En fait, parce que si jamais tu as même des tunnels de conversion, etc., et que tu vends des choses en automatique, il faut constamment les promouvoir pour que ces choses continuent à se vendre en automatique, parce que les gens oublient. Complètement. Hyper intéressant sur ce rapport de responsabilisation, parce que tu vois, par exemple, moi qui suis coach, j'ai cette valeur transparence, tu vois, authentique et transparence. C'est pas exactement la même chose, mais les deux souvent vont de pair. Quand j'accompagne les gens, je t'explique, le coaching, c'est long, inconfortable et pas facile. Dans une ère où tu cherches, pour la majorité des gens, du rapide, du facile et du confortable. Donc, sache que si tu veux un accompagnement où vraiment tu veux sortir de tes schémas, etc., voilà le schéma qui va se mettre. Ça ne veut pas dire que tout sera toujours désagréable, toujours ce sera, etc. Ce ne sera pas toujours comme ça. Mais le chemin que tu empruntes, c'est celui-là. Et je suis intimement convaincue que c'est celui-là, il n'est pas que comme ça. Tu vas passer par des moments comme ça. Mais c'est celui-là qui crée des résultats. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, les gens veulent les choses vite, rapides. Et ce que tu es juste en train d'expliquer, c'est que d'ailleurs, tu l'as rappelé au tout début du podcast, tu es là depuis 6 ans. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on dévie, mais on va sur le sujet de la comparaison. C'est les gens qui démarrent aujourd'hui
ils se disent ah bah moi aujourd'hui je vois pas tous les efforts dont Juliette est en train de parler là, qu'elle fait depuis 6 ans, parce que c'est ce qu'on appelle le sujet de l'effet cumulé, en fait, ouais, c'est ça. Alors moi, c'est l'entrepreneuriat depuis 6 ans, mais la com, c'est que depuis 3 ans, tu vois. Mais effectivement, voilà, il y a tout ça, en fait. Il y a aussi le fait que ça a été plus facile pour moi quand je me suis mis à communiquer, parce que ça faisait déjà 3 ans que j'entreprenais. Exactement. Et il y a l'effet cumulé. Alors oui, certains ont des fois des aubaines, des choses qui arrivent, etc. Mais c'est des coups de buzz, mais c'est ça. Et ça fait partie du deal et du jeu, etc. Et du coup, quand on va parler du buzz là-dessus, justement, je rebondis. Tu vas parler de la sursollicitation, qui a été quelque chose qui, à un moment, a été de trop et sur lequel tu as voulu faire ralentir les choses. Tu pourrais nous en parler et en quoi ça a joué sur ta santé mentale et... Parce qu'en fait, alors ça a joué sur la santé mentale sur 2 choses. Déjà, c'est qu'en fait... Et si je peux me mettre, qu'est-ce que tu entends par sursollicitation ? Parce que c'est peut-être intéressant de le définir aussi. Messages, commentaires constants sur tous les réseaux, demandes entrantes, trop de demandes entrantes, très régulières, etc. Au moment où j'écris cette newsletter, j'ai pas encore pris mon commercial. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux aussi parce que j'ai délégué une partie commerciale. Mais en février l'an dernier, j'avais tellement de demandes. Et là, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, je vais rougir en te disant cette phrase parce que je me dis, t'as pas à te plaindre de ça. Mais j'avais tellement de demandes entrantes que je n'arrivais pas à toutes les traiter. Ce qui fait qu'en fait, je perdais des deals parce que normal, le principe du commerce, c'est de battre le fer tant qu'il est chaud. Donc en fait, moi, je te réponds avec 1 semaine de retard parce que j'ai pas eu le temps de tout traiter. Évidemment, j'ai perdu plein de deals. C'est pas grave du tout. Et en fait, c'est pour ça que là, tu vois, les choses qui ont été mises en place, ça a été de prendre un commercial qui lui traite toutes les demandes entrantes, s'occupe aussi des propositions commerciales, des devis, etc., etc. Donc les sollicitations, c'était demandes entrantes de la part de prospects / clients potentiels, messages incessants sur les réseaux, commentaires incessants sur les réseaux. Pareil, t'es pas censé te plaindre parce que tu fais de l'engagement. Voilà. Mais même moi, je me le dis. Donc dites-le en commentaire si vous voulez, mais on sera 2 du coup. Du coup, voilà, tu vois. Donc ça a été ça. Et en fait, il y a aussi toujours cette côté de culpabilité, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours du mal et j'ai eu beaucoup de mal et j'ai encore quelques problèmes avec ça, de partir du principe que je dois répondre à tout le monde. Parce que les gens prennent le temps de m'écrire, il faut que je leur réponde, tu vois. Bon, je ne réponds pas aux gens qui m'envoient des dick pics, par exemple. Mais pour le coup, parce que oui, j'en sais. Bref, du coup, non, tu vois, ça a été ça, la sursollicitation, ça a été la sursollicitation même positive, c'est-à-dire de clients, etc. Où à un moment, j'étais en mode, en fait, j'en ai marre, j'en peux plus d'avoir des demandes entrantes, laissez-moi tranquille, arrêtez de vouloir bosser avec moi, tu vois. Et vraiment, ça a été à ce point-là, tu vois. Et c'était en ça que je parlais de sursollicitation. Et puis aussi, il y a aussi une face cachée de tout ça, c'est que quand tu réussis, entre guillemets, un petit peu sur les réseaux, dans l'entrepreneuriat, etc. Et que tu gagnes en visibilité, en notoriété. Et t'as tout ton cercle aussi que t'avais déjà avant qui te demande des conseils. Donc moi, j'ai des anciens collègues qui sont venus me voir, qui me disaient, Juliette, comment t'as fait? Est-ce que tu peux m'expliquer? Et comme c'est des gens que tu connais déjà, tu vas pas leur faire payer. Et surtout, eux, ils vont pas vouloir te payer. Ils vont te dire, voilà, on peut prendre un café, etc. Maintenant, mon agenda, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Bon, là, le problème, c'est que je pars pas mal en vacances en ce moment. Donc, t'as raison. Voilà, mais oui. Mais du coup, l'agenda est compliqué. Mais genre, il y a pas si longtemps que ça, j'ai une camarade de promo dans l'école de mode qu'on a fait, qui m'a dit, ouais, on se voit bientôt, on se prend un verre, on se déj, etc. Je suis ouais, mais pas avant le mois d'octobre. Et c'était au mois de septembre. Et elle a rigolé en disant, mais c'est quoi ton agenda? Je suis, voilà, où j'en suis. Et du coup, voilà, et la sursollicitation, c'était ça. Et en fait, moi, ça m'a fait du mal, parce que la culpabilité de me dire, je réponds pas à tout le monde alors que les gens prennent le temps de m'écrire. C'est quoi derrière? Parce que t'as une culpabilité, c'est le jugement, le fait. Non, le jugement, je m'en fous. Ouais. Alors c'est quoi? Ouais, c'est intéressant que tu le dises parce qu'il y a plein de gens qui partent. J'en ai rien à foutre. Jugement. Non. Ouais, c'est quoi du coup toi réellement derrière? En fait, je m'en fous de ce que les gens pensent, mais c'est de moi ce que je pense de moi. Je pense que c'est plus ça. En fait, tu sais quoi? Souvent, c'est ça. C'est les gens disent qu'est-ce que l'autre va penser, mais en fait, c'est pas tant ça. Le vrai derrière, c'est ce que je pense de moi, de l'image que je veux refléter. Exactement, tout à fait. Parce qu'en fait, si demain, tu me sollicites, que je te réponds pas, et qu'une semaine après, tu m'envoies un message en disant Juliette, t'as pris la grosse tête, etc. machin. Peur, tu vois, quelque part, il y a... Ah non, tu t'en fous. Non, je m'en fous. Oh, okay. Et là, justement, je vais avoir un truc, en fait, mais c'est qui elle? Genre, casse-toi, tu vois, je m'en fous complètement, tu vois. Mais par contre, en fait, quand c'est aussi, tu vois... peut-être un côté prévenant, je sais pas, ça fait partie de moi, tu vois, mais en fait, non, je m'en fous de ce que... Alors ça, pour le coup, c'est mon amie Valentine Soda qui le disait souvent, c'est que, et c'est vrai, j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi. Vraiment, je m'en fous. Enfin, tu peux penser que je suis la pire, et en plus, vu que quand t'as une nana, tu sais ce que tu te prends dans la tronche sur les réseaux, etc. Donc, entre ceux qui me disent t'es bonne et entre ceux qui me disent t'es moche,
Ou t'es incompétente. Il y a de tout. Ouais. De tout. Voilà, exactement. Des remarques sur le physique, des remarques sur les compétences, des remarques sur tout, etc. Vraiment, et surtout quand t'as une nana, t'es beaucoup plus sujette à la critique, etc. Ça me glisse dessus. Et d'ailleurs, c'était ce qu'avait dit une de mes collègues quand je bossais en agence, ma première expérience. Elle avait dit, mais toi, Juliette, t'es un canard. Vraiment, genre, ça te glisse sur les plumes sans te toucher, quoi. Vraiment. J'adore cette expression. Et c'est clairement ça. En fait, j'en ai rien à faire. Vraiment. Mais pour le coup, en fait, je n'ai rien à faire de ce que pensent les autres. Ah, mais c'est de toi. Mais toi. de moi. C'est la voix de ouais. toi. La seule personne à qui je dois rendre des comptes, c'est moi-même. Et du coup, par contre, je suis un patron très exigeant avec moi-même. Mais ça a toujours fait partie de moi aussi. Enfin, c'est des réponses à des traumas aussi, je pense, etc. Mais voilà, c'était plus ça, en fait, la sursollicitation qui me faisait du mal. Et puis surtout, j'arrive pas à remettre la main dessus. J'aurais dû réviser avant de venir. Mais j'avais vu passer quelqu'un qui disait que je sais plus combien, normalement, tu es censé avoir d'interactions dans la journée en tant qu'humain normal. Et du coup, quand tu es exposé sur les réseaux, tu fais 1 x 5 x 10 des interactions que tu peux avoir dans la journée. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que je sors moins aussi maintenant. C'est qu'en fait, je passe toute ma semaine à parler à des gens, soit des clients, des prospects, mes équipes, des inconnus sur Internet aussi, parce que je réponds aux commentaires, pas trop sur Insta et TikTok, j'avoue, encore moins sur YouTube. Mais sur LinkedIn, par contre, je réponds à tout le monde, etc. Parce que c'est mon fer de lance LinkedIn et que c'est mon réseau préféré pour ma communication personnelle. Et en fait, donc le week-end, je n'ai envie de parler à personne. Ouais, je comprends. Et tu vois, et donc ça fait partie de ça, mais sauf qu'en fait, encore une fois, chacun voit avec son prisme. Mon pote qui voit pas tout ça, et ben il va se dire, Juliette, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, viens, on se voit. La personne qui commente mon post, qui va dire, dis donc Juliette, ça fait 5 fois que je commente ton post, tu me réponds pas, t'es quand même un peu chier. Et après, j'ai une personne qui va m'envoyer des points d'interrogation parce que j'ai pas répondu à sa sollicitation en DM Instagram, tu vois. Et en fait, c'est juste que tu mets ça, là, c'est 3 exemples. Tu multiplies ça par 100, 1000, 100 000. Voilà, les gars de la sursollicitation. Mais encore une fois, ça a fait partie, mais je m'en plains pas. Et j'ai pas voulu tout couper. J'ai pas tout coupé parce qu'en plus, tu vois, les dégâts de cette sursollicitation, j'en ai parlé dans une newsletter qui est un média que j'utilise aussi. Et mais effectivement, j'avais besoin de le montrer un petit peu pour dire, en fait, voilà, c'est un peu le revers de la médaille. Ouais, encore une fois, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est ce qui apporte beaucoup, prend beaucoup. Donc, il n'y a pas toujours des bons côtés à tout. Hyper intéressant. Et pour terminer, c'est-à-dire que tu parles beaucoup, je suis pas pour une forme de méritocratie, parce que j'entends quand même une forme, parce que tu dis quand même, ce qui prend, donne, enfin, tu vois, donc... on a toujours des discours un peu dichotomiques, moi aussi j'en fais partie. Voilà, et c'est complètement OK. Si je peux me permettre d'aller peut-être sur quelque chose quel est ton modèle peut-être parental sur sur le travail? Est-ce qu'il t'a influencé sur le côté quand même entrepreneuriat, le côté de justement parce que tu parles de perfectionniste, le fait d'être voilà. Alors moi j'ai un modèle parental un peu compliqué, mais du coup n'en pas le droit de dire ça, c'est pas un sujet. Non, mais dans le sens où je parlerais juste de ça par rapport au travail. En fait, effectivement, on est beaucoup dans le côté il faut bosser pour y arriver. Ouais. Milieu favorisé, mais il faut bosser. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, je viens d'un milieu favorisé, je le cache pas. Mais par exemple, mon premier iPod, mes parents, ils m'ont dit non, mais on te le paye pas, tu te le payes toute seule. Et j'ai fait des babysitting à 14 ans et j'ai économisé pour me le payer, etc. Tu vois. Et donc, en fait, j'ai toujours été élevée là-dedans, dans le côté, en fait, il faut bien gagner sa vie, il faut bosser pour bien gagner sa vie, etc., etc. Donc, effectivement, ça en fait partie aussi. Ah, ok. Et pour, parce qu'on termine, parce qu'on arrive à passer 1 heure dessus. On arrive sur la partie, finalement, avec ce qui t'est arrivé, donc tu l'as dit, ce qui a été un peu... t'as rendu visible l'invisible à travers ces newsletters, le fait d'en avoir parlé, ça t'a fait beaucoup de bien, et on sait qu'il y a plein de gens qui n'osent pas forcément, parce que chacun a sa vision du truc. Aujourd'hui, de manière plus concrète, et t'en as un peu parlé, tu l'as dit, comment on dit ? Disséminé. Ouais, voilà, merci. Pendant le podcast. Qu'est-ce que tu as mis concrètement en place pour qu'effectivement, ce que tu as ressenti en février, ça se reproduise plus sous cette forme-là? Parce que, ne vous inquiétez pas, on travaille des trucs et ça va, il y a des choses sur lesquelles on va venir... la vie va nous faire taper à d'autres endroits pour qu'on évolue à d'autres endroits et c'est jamais totalement fini. Mais qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour qu'effectivement, cette situation de février... tu la vives de moins en moins et que tu sois beaucoup plus sereine au niveau santé mentale, que ce soit des périodes
que tu vives le moins en moins et que tu puisses profiter un maximum de ta passion et de faire les choses comme tu as envie de les faire? Alors, la première chose que j'ai mis en place, c'est tout simplement d'en parler, parce qu'en fait, comme je le disais, c'est un contrat qu'on passe quand on en parle publiquement, ou qu'on en parle publiquement, même si on n'a pas de public, dans le sens où même si on en parle à ses proches, par exemple, en fait. Donc ça, c'est un truc dont je vous encourage, c'est faut arrêter d'avoir peur du tabou de la santé mentale si nous-mêmes on en fait un tabou. Exactement. Donc en fait, il faut aussi parfois, avouer sa faiblesse, c'est vraiment porter ses couilles. Arrêtez d'être vulgaire, madame. non, mais en vrai, voilà. Parfois, montrer sa vulnérabilité, c'est aussi porter son courage à deux mains. Tu vas prendre son courage à deux mains plutôt. Donc ça, c'est la première chose, c'est en parler. Première chose que j'ai mis en place. Donc moi, c'était via une newsletter, et donc après, j'en ai parlé ouvertement avec mes amis, avec mon mec, etc. Ensuite, ce que j'ai mis en place, moi, c'est plus de délégation, tout simplement. Donc, aller chercher la délégation, etc. Sous quelle forme ? Sous quelle forme ? Moi, j'ai pris un commercial, j'ai embauché 2 personnes. Donc, aujourd'hui, là, à l'époque où je t'en parle, je sais pas combien, on était 2. Aujourd'hui, on est 8. Tu vois, donc ça allait très vite sur la délégation. Je fais... Ouais, donc ce qu'il faut dire, faut oublier que quand tu dis délégation, la délégation, c'est un investissement. Parce que tout à fait. En tout cas, c'est pas le sujet, mais trouver les bonnes personnes avec qui travailler peut vite devenir un coup de charge mentale quand on se trompe. Tout à fait. Mais donc, pour le coup, toi, t'as bien matché là-dessus. Déléguer, mais c'est un investissement pour effectivement pouvoir se permettre autre chose. Faut pas et c'est un investissement financier aussi. Mais ça, quand je veux dire ça, ouais, tout à fait. Non, mais du coup, en fait, à l'époque où j'écris cette newsletter, je pense qu'on est 3 à bosser sur moi. Allez, 3, parce qu'il y avait Alma, qui est ma première salariée, qui était freelance avec moi à l'époque, et Sarah, qui est mon assistante administrative. On était 3. Aujourd'hui, on est 8. Donc, depuis février, j'ai pris 4 personnes en plus. Oui, parce que 8 avec moi, pardon. Donc, je suis très mauvaise en maths, c'est bien pour une entrepreneur. Juste des additions simples en plus. Du coup, non, effectivement, tu vois, j'ai pris 4 personnes en plus, en fait, pour commencer à déléguer. Ensuite, j'ai mis en place un truc de déculpabilisation en fait, tu sauves pas des vies, il va falloir se calmer un tout petit peu. Alors, je suis toujours aussi exigeante sur le rendu, etc. Mais, smooth. Si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain et on va faire tranquille, etc., etc. Deuxième chose, alors, décharger mon agenda, j'avais commencé à le faire, mais là, je le fais moins parce qu'en fait, il y a eu les vacances entre-temps, etc. Parce que j'ai pris 2 semaines de vacances en août, je suis rentrée en septembre, à peu près, une semaine avant septembre, et je suis repartie fin septembre, donc j'ai fait 1 mois de vacances en 2 mois, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que là-dessus, mon agenda, il est un peu chargé, mais voilà, je fais attention à ça. Mais c'est bien quand même que tu dises que je suis une entrepreneur et je prends des vacances, c'est possible. Oui, bien sûr. Et pour le coup, tu vois, donc j'ai ça, donc j'ai les vacances, donc plus de vacances aussi, moins de culpabilité. Également, en fait, se mettre en place donc des moments à soi. C'est-à-dire que moi maintenant, je commence toujours tôt le matin, sauf exception. Généralement, alors je suis pas non plus un exemple là-dessus parce que parfois j'avoue que le soir à 21h je reprends un peu de boulot, etc. Mais maintenant je m'accorde plus de pauses dans ma journée, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été dans la team sieste le midi, ce qui fait qu'en fait moi tu verras mon agenda, il y a rien, jamais rien entre midi et 14h voire 14h30 parce que je fais la sieste. Je me fais à manger, je mange un plat maison et après je fais la sieste, etc. Et maintenant à 17-18h, même parfois même dès 17h, je me casse à la salle de sport et je vais courir. Et du coup, en fait, ça me permet, tu vois, donc j'ai mis en place aussi plus de sport, ce qui me permet de me dépenser, de me défouler. De décharger autrement. Complètement. Donc ça, c'est la dernière chose que j'ai mis en place. Et donc là, mon défi aussi, c'est de décharger mon agenda. Donc à m'accorder des me-time plus souvent, mais surtout me-time dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire en fait faire ce qu'on appelle des CEO day. Donc en fait un moment où je bosse sur l'agence. Ça, je suis en train de le mettre en place de plus en plus, mais voilà ce que j'ai mis en place. Et puis pas de culpabilité quand je pars en vacances. Ça par contre, ça n'a jamais été le cas. Enfin moi je pars en vacances, je pars en vacances. Allez, bye bye les potes. S'il y a besoin, je suis un peu là, etc. Mais généralement voilà. Mais pour le coup, je mets ça. La déculpabilisation, je l'ai mis aussi en place parce qu'il faut faire attention, c'est que si tu déculpabilises toi, faut pas culpabiliser tes équipes. Et ça, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui font de la merde, qui sont des gens très bien, mais qui font de la merde avec leurs équipes parce qu'en fait, la pression qu'elles se mettaient à elles la décharge pour la rebasculer sur les autres, en fait. Donc ça, c'est aussi un truc que je mets en place et que je dis souvent à mes équipes. Je leur dis, on ne sauve pas des vies. Donc, tout va bien. C'est cool. Merci pour ce message de fin. Avec plaisir. Et surtout, Juliette, pour ceux qui ne te connaissent pas,
Et puis c'est toujours bien de le rappeler, où est-ce qu'on peut te retrouver? Partout. Si on veut travailler avec toi, parce que là, avec toutes les punchlines qu'elle nous a fait, tout ce qu'elle a communiqué, si vous voulez bosser avec elle, où est-ce qu'on te retrouve? Si vous voulez bosser avec moi, le plus facile pour me contacter, c'est soit passer via le formulaire de contact de mon site, soit passer par LinkedIn, parce que c'est là où vous m'aurez en direct, clairement. Insta aussi, un peu de temps en temps. TikTok et YouTube, non. Parce que j'y fous pas les pieds. Mais pour le coup, voilà, c'est plus. Donc, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, sur ma newsletter qui s'appelle Le Cadeau de ta semaine, qui est envoyée tous les jeudis, et sur mon site internet, qui est en cours de refonte par l'excellente personne que j'ai embauchée en plus là depuis début octobre. On a vu dans tes stories. Ouais, il est génial. Il est génial, Brian. Il est super. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va me faire. J'ai un point cet après-midi avec lui là-dessus. Et du coup, voilà. Donc, vous pouvez me retrouver partout sur les réseaux. Et puis, évidemment, sur mon site, c'est juliettecado.com. Sinon, vous tapez mon nom sur Internet et vous trouverez forcément mon nom. Merci beaucoup, Jennifer, pour ton invitation. Merci beaucoup pour, franchement, comme tu l'as fait, pour ta vulnérabilité, qui est une forme de courage, parce que pour moi, ils vont de pair, de nous avoir parlé de ce sujet de la santé mentale, rendre l'invisible visible. C'était super d'avoir cet échange avec toi. Merci beaucoup et je te dis à très vite. Merci à toi, Jennifer. À bientôt.